Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, jeudi, je retrouve avec plaisir notre invité qui est à l'honneur. Il était une fois un livre cette semaine. C'est Sébastien Guilleux qui est venu parler autour de son livre Géocrime et du géocaching. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc hier, après avoir expliqué un petit peu ce qu'était le géocaching pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, en début de semaine. Depuis hier, on est quand même un petit peu plus... ça a été l'occasion pour vous d'en faire... non pas un roman, mais de tourner autour, le géocaching. Voilà. L'enquête, donc dans une première partie, on a l'enquête. Oui. Première page, premier cadavre, ou deuxième page de premier cadavre. Et puis toute la première partie, quand même, avant de passer à la deuxième cache, recadavre. Deuxième cadavre, ouais. Bon. Histoire de bien... Alors, bon, on va pas dire qui est le deuxième, parce qu'effectivement, ça gâcherait un peu. Ça gâcherait un peu, mais bon, ça commence à devenir dangereux, quand même, le géocaching. Bah, oui. Ouais. Donc, l'enquête cafouille un peu, quand même. Oui. On a deux policiers, là. Ce duo homme-femme, à part s'envoyer des pics... toute la journée, bon, on ne sait pas encore pour l'instant s'ils sont très efficaces professionnellement parce que l'enquête n'avance pas vraiment. L'enquête a du mal à démarrer, il piétine totalement, donc il y a un deuxième cadavre très très vite. Des géocacheurs qui sont très énigmatiques. Voilà, il y a des géocacheurs très énigmatiques, on sent qu'il y a un secret. Et que les géocacheurs veulent pas trop en dire, on sait pas trop qui cache quoi d'ailleurs, et nos enquêteurs ont bien du mal à approcher de la vérité dans cette première partie, et en tout cas ils ont du mal à savoir quelle piste suivre. Donc ils suivent la piste du géocaching, mais sans en être vraiment sûrs. Voilà. Il y a le journaliste aussi qui mène son enquête de son côté, qui lui va peut-être approcher d'un petit peu plus près la vérité. Parce qu'il fait partie du milieu. Voilà, parce qu'il fait partie du milieu, donc il connaît déjà les protagonistes, alors que les enquêteurs ne connaissent pas. Donc il a une petite longueur d'avance sur les enquêteurs officiels. Mais du coup, effectivement, l'enquête de police, elle n'avance pas beaucoup dans cette première partie. Oui, et c'est quand elle commence à comprendre que nous, on reste là. C'est ça. Sur notre page en disant, nous, on va pas comprendre tout de suite puisque on passe à la deuxième partie. Moi, je l'ai appelée la partie des crapules. Ouais. Là, on n'est pas du tout, on suit pas du tout l'enquête. On suit un groupe de personnes qui sont en train de préparer un mauvais coup. Et on se demande bien quel va être le rapport avec l'enquête et le géocaching, puisque du coup, c'est une vraie rupture dans le livre. C'est que on parle même plus de géocaching dans cette deuxième partie. On est vraiment sur une équipe qui va préparer un coup. On ne sait pas très bien ce qu'ils préparent d'ailleurs. On le sait qu'à la fin de la partie. Et même eux, alors c'est vrai qu'il y a une équipe de formés de manière très mystérieuse par un correspondant qui agit aussi sous pseudonyme, comme dans la première partie. C'est le seul point commun finalement, c'est que tout le monde agit sous pseudo. C'est ça. C'est exactement ce que je disais il y a quelques jours. C'est le parallèle entre les deux équipes. C'est-à-dire on a une équipe de géocacheurs avec des pseudonymes
cache quelque chose. Et on a une équipe ici de voyous qui préparent un mauvais coup. Ils savent pas très bien ce qu'ils font. Ils sont manipulés par quelqu'un qui a un pseudonyme. Donc dans le livre, il y a quand même des faux semblants, des identités un petit peu secrètes, cachées sous les pseudonymes. Et finalement, c'est ça le parallèle, c'est qu'on a deux équipes sous couvert de pseudonymes qui cachent des choses, où il y a du mystère, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, quoi. Alors c'est vrai que dans la deuxième équipe, on sait juste qu'ils ont été choisis pour leur spécialité. C'est ça. Il y a un as des courses automobiles, il y a l'as des ordinateurs, voilà. une jeune fille, et puis le retraité là qui est tranquille à la pêche, et lui le pêcheur. Et qu'on rappelle, voilà. On sait juste que c'est un ancien bandit de grand chemin. C'est ça. et que sa réputation a travaillé pour lui. Et là, ils sont tous donc ces trois professionnels dans leur genre. D'où viennent leurs pseudonymes là? On a l'impression que c'est tiré effectivement. D'une histoire. Alors non, c'est tiré en fait de la série Mission Impossible. Donc on retrouve Cinnamon par exemple, qui est la fille, et c'est tiré de la série originale Mission Impossible, qui est une série que je regardais avec mon papa il y a très longtemps. Et c'est une série qui m'a beaucoup marqué, puisque une série culte et très théâtrale dans sa façon, dans sa façon de voir les choses et de régler les problèmes. C'est-à-dire que c'était une vraie mise en scène avec des personnages. Et finalement, je trouvais que cette équipe-là, avec des spécialités, ça ressemblait à une équipe comme dans Mission Impossible, où chacun a sa spécialité, chacun a son rôle à jouer. Et du coup, de leur donner des pseudonymes pour pas qu'ils se connaissent entre eux ou reconnaissent, leur donner des pseudonymes issus de cette série-là, finalement, je trouvais que c'était un bel hommage aussi à la série. Et voilà. Donc, vous êtes passé d'Arsène Lupin à Mission Impossible. Clin d'œil à Arsène Lupin. Il y a quand même des clins d'œil à Arsène Lupin avec... on va peut-être pas en dire plus, mais avec effectivement les masques, ce genre de choses, qu'on retrouve aussi dans Mission Impossible, puisque la marque de fabrique dans la série Mission Impossible, c'est bien les masques et le fait de prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Ici, donc, il y a aussi ce côté-là que je trouvais intéressant d'avoir. Donc on a Rollin, Willy, Cinnamon, c'est ça ? C'est ça, qui sont trois des personnages principaux de la série. et là, en particulier de la deuxième partie. Voilà, c'est les trois personnages principaux de la deuxième partie. Alors on est passé d'un duo de policiers que tout oppose et qui a un petit peu de mal quand même à faire équipe, à un trio qui là aussi a du mal à faire équipe, avec quelqu'un qui joue avec ses marionnettes quand même, qui s'appelle Jim, qui est on va dire le chef d'orchestre aussi dans la série Mission Impossible, qui est celui qui organise tout ça, qui choisit ses membres d'équipe. Et ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il choisit des membres d'équipe, il leur donne un pseudonyme, et voilà, il joue avec eux, il leur fait préparer des choses, il leur donne des consignes, mais ils savent pas, eux, ce qu'ils vont, dans quel but. Et puis ça va durer des semaines quand même. Ça dure un bon moment. Ça dure des semaines. Il intervient toujours à distance. Voilà. Par une espèce de visioconférence. Voilà. Ils le connaissent pas. C'était le télétravail avant l'heure. Voilà, pour le mauvais coup. Voilà, c'est ça. Non, effectivement, il est très secret. C'est un personnage qui veut pas se révéler, qui veut rester dans l'ombre. Et qui est un personnage central finalement de l'intrigue aussi. Mais... le trio a quand même un peu de mal à s'entendre. Hein. Voilà. Bon, il a tout fait pour que, dès le départ, il leur dit surtout vous ne vous faites pas confiance. Ouais. Donc
ça met tout de suite l'ambiance. Ah, Ça c'est des plombe bandits. tout de suite l'ambiance. Et voilà, chacun fait ce qu'il a à faire, joue son rôle dans son coin. Ouais. Mais pareil, c'est une équipe, je dirais, où les membres ont du mal à coopérer, quoi. Voilà, ils ont du mal à coopérer. Puis au bout d'un moment, bah, la pression monte un petit peu quand même. Et voilà, ils vont pas forcément toujours s'entendre très bien. Ça va même chauffer un petit peu. À un moment donné, ils vont aussi demander à voir qui est leur chef, parce que finalement, ils en ont un petit peu ras-le-bol. Et ils vont dire, bah, attends, tu nous donnes des ordres, mais nous, on t'a jamais vu, c'est nous qui allons prendre tous les risques. Donc, ils vont essayer de découvrir finalement qui est leur chef. Mais un chef qui est très malin, donc... Voilà, qui est très roublard. Donc, c'est vraiment c'est l'équipe de crapules, quand même. Ouais. On est passé d'une équipe de géocacheurs et de policiers Voilà. à une deuxième partie où changement d'ambiance, là, changement de crapules. je dirais. Voilà. Ouais, c'est vraiment la rupture que je voulais mettre. C'est vraiment partir sur des nouveaux personnages et une nouvelle ambiance. Histoire de bien tenir le lecteur en haleine, quoi. Exactement, pour tenir le lecteur en haleine et qu'il se demande finalement c'est quoi le lien avec la première partie, puisqu'on voit pas trop le lien avec... Oui, on a complètement changé de personnage et d'univers. et de lieu, et on ne Ah sait ouais. pas trop où on est d'ailleurs. Ouais. Et, mais bon, l'épilogue, il faut lire déjà le livre pour savoir où tout ça va vous mener. Donc, je rappelle le titre du livre, donc Géocrime. On laisse place à un petit peu de lecture, c'est le mot de la fin pour la conclusion de l'émission, toujours Géocrime. Et puis nous, on se retrouve demain pour notre dernière journée. À demain. À demain. Sébastien Guilleux, Géocrime. Des volutes s'échappaient des 3 tasses posées sur la table basse, séparant Alix de ses hôtes. Seul le tic-tac d'une pendule brisait le silence qui régnait dans la maison. Cette pendule, qu'Alix n'avait d'ailleurs pas réussi à repérer dans tout ce capharnaüm, laissait égrener lentement les secondes qui les séparaient d'un nouveau contact avec l'inconnu. Il restait maintenant 30 minutes et aucune décision n'avait été prise. Tandis que Roland se penchait pour se saisir de sa tasse, 3 coups furent frappés à la porte. Les cœurs s'emballèrent. Déjà ? Ce n'est pas possible. Il vient ici dans cette maison pour mettre à exécution ses menaces. Sans un regard pour les 2 femmes, l'homme se leva et se dirigea vers l'entrée. Alix se recroquevilla sur le canapé, la sueur suintant par les pores de sa peau pâle. De son côté, Françoise gardait la tête haute et observait attentivement son mari qui ouvrait la porte. « Bonsoir, monsieur, dame. Puis-je me joindre à vous ?» Éléonore trouva 3 personnes bouche bée dans un salon aux allures de musée de la brocante. Roland reprit tant bien que mal ses esprits et demanda « Lieutenant Ramirel ? Que faites-vous là ?»« D'habitude, c'est moi qui pose les questions, » répondit la gendarme avec force. « Que faites-vous tous les 3 ?» Ce fut Alix qui prit la parole en se redressant. « Nous avons quelque chose à vous dire. »« Mais entrez donc, » invita Françoise, « et prenez place sur le canapé. » Éléonore s'avança et retira sa veste qu'elle posa sur le dossier d'une chaise, pendant que Roland refermait la porte derrière elle en jetant un œil désapprobateur à son amie. « Dites-moi tout, Madame Meunier, » dit Éléonore en se plaçant à côté d'elle. Alix s'essuya le front qui ruisselait et répondit. « Nous avons reçu un message avec Roland tout à l'heure en sortant de la gendarmerie. »« Eh bien, montrez-moi ça !» répondit la gendarme, un brin déçue par cette révélation. La géocacheuse prit le portable qui était posé sur le côté du canapé
et sélectionna le message qu'elle montra au lieutenant Ramirel. Cette dernière n'en revint pas et questionna immédiatement. « Il reste combien de temps ?»« 20 bonnes minutes, répondit Françoise à la hâte. « Je dois prévenir mes collègues. »« Surtout pas !» crièrent en même temps Roland et Alix. « Et pourquoi pas ?»« La vie de Lino en dépend, » répondit l'homme. « Vous avez vu le message ? Qu'aviez-vous l'intention de faire ?» Personne ne répondit. « Pourquoi l'ont-ils enlevé ?» Toujours pas de réponse. « Bon, je vois que vous êtes toujours aussi bavard, » conclut la gendarme. « La priorité est de retrouver votre ami. Ensuite, il faudra me dire ce que vous cachez. » Les trois amis se regardèrent sans rien laisser paraître. Puis Éléonore reprit. « Je vais faire appel à 2 amis et c'est tout. Dans 20 minutes, et en fonction de la tournure des événements, je serai obligée d'informer ma hiérarchie. Et pas de discussion. » Éléonore faisait les 100 pas dans le salon des Loisel. Elle passait devant tous les bibelots exposés dans ce drôle de musée. Poupées, métiers à tisser, cages à oiseaux, statuettes. Mentalement, elle checkait que tout était prêt pour le prochain contact. Franck était sur le qui-vive pour retracer le moindre appel, en espérant que le gars se manifeste. Elle continuait son petit tour de musée, poules en tout genre, chatons en porcelaine, assiettes décoratives. Damien était en chemin pour la gendarmerie et serait prêt à toute éventualité. Livres de collection, arrosoirs, photos, peluches. Il restait moins de 5 minutes. Horloge, pendule, tic-tac. 4 minutes. Hérisson en fer forgé, lampe de sel, bougeoir. 3 minutes. Moulin à café, magazine, journaux. 2 minutes. Ouest-France du 23 septembre, le jour de la sortie géocaching. 1 minute. Bordel! Mais j'ai compris! Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarre. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.